Sonko. Il demande au Premier ministre de faire criminaliser l'homosexualité et de faire libérer Bah Diakhaté. L'activiste pro-Macky Sall, toujours en garde à vue, est dans l'attente d'un probable déferment devant le procureur. Seydi Gassama d'Amnesty International lui parle de propos graves et diffamatoires, on l'entendra. La galère, le calvaire de migrants sénégalais dans le désert au Niger. Dans un instant, l'appel de détresse de l'ONG Horizon Sans Frontières. Le grand journal sur RFM dans la seconde partie de cette édition. L'actualité internationale avec Boubacar Dieng, le début des obsèques d'Henri Konan Bédié en Côte d'Ivoire. Et puis les sports, journal de Malal Junior Diagne. Aliou Cissé donne sa liste vendredi, les 2 matchs des Lions au mois de juin, les éliminatoires du Mondial 2026. La rubrique Point de vue, le débat du jour, les limites à ne pas franchir concernant les droits de l'homme et la liberté d'expression, aussi bien pour le citoyen que l'État sénégalais. C'est le grand journal. Bienvenue, bonjour à tous. Encore un accident sur un site d'orpaillage dans l'est du Sénégal, à Diabougou cette fois-ci, dans le département de Bakel, la mort d'un orpailleur d'origine malienne. Il s'agit encore là d'un éboulement de terre provoqué par la victime parce qu'il aurait tenté de dérober quelques pierres précieuses. Et ces interrogations, les conditions de sécurité sur ce site ont-elles été respectées? Il y a eu des arrestations, l'appel de Papou Seynou Diallo. C'est dans l'après-midi du dimanche vers les coups de 17h que l'effondrement d'un puits communément appelé Daman a causé l'émoi et la consternation chez ces populations à dominante orpailleurs. 1 mort et 2 blessés ont été enregistrés dans le triste bilan de l'accident survenu au village orifère de Diabougou dans la commune de Sadatou, département de Bakel. Ces derniers de nationalité malienne étaient à la recherche de l'or. Ils avaient fini par creuser les flancs des tranchées et ont vu les rochers céder. C'est ainsi que l'un d'eux s'est retrouvé sous les décombus enseveli par le sable. Dès l'annonce de la nouvelle, tous les orpailleurs des autres sites ont fait le vide autour de leur puits pour venir prêter main forte à la personne en danger et déclencher les recherches. Le Malien était coincé sous le sol. Le corps sans vie a été finalement extirpé par les populations des heures durant du fait de manque de matériel adéquat pour faire face au travail. L'enquête ouverte pour déterminer les véritables raisons de cet éboulement meurtrier a permis aux éléments de la brigade de gendarmerie de Kenya de mettre la main sur le propriétaire du site. Jimba Makalou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, sera déféré ce mardi au parquet du tribunal de grande instance de Tambacounda, d'où vous a parlé Papou Seynou Diallo, Radio Futur Média. Cet accident mortel aussi, accident de voiture, une femme d'une 50aine d'années, mortellement fauchée par un véhicule sur la route de Nganakel. C'est dans la commune de Kelgey, dans la région de Louga. C'était ce matin donc. Ils sont plus de 150 Sénégalais en souffrance dans le désert nigérien. Il s'agit de candidats à l'immigration vers l'Europe. Certains auraient même succombé à la fatigue, à la faim, à la soif. Le SOS, l'Horizon Sans Frontières, le président de cette ONG, Boubacar Sey, des propos recueillis par Awambaï. C'est un appel à l'État émis sous un cri de désespoir que nous avons reçu ce matin à Horizon Sans Frontières. Donc, il s'agit de ressortissants sénégalais. On nous dit même qu'ils seraient au nombre de 150, tous candidats à l'immigration clandestine, dans une situation d'extrême urgence à Samaka, Arlit et Agadez au Niger, depuis presque plus de 3 mois. Nous avons été torturés, malmenés avant d'être expulsés vers le désert, nous dit leur porte-parole, M. Thiam, étudiant en 3e année au département de lettres, sciences humaines et de l'éducation à l'université Cheikh Hamadou Kane du Sénégal. Il y aurait même eu des morts dans le désert entre la frontière algérienne et nigérienne. Nous informe notre interlocuteur qui ajoute qu'ils sont dans des conditions très délicates, sans eau et sans nourriture, sous une très forte chaleur. Raison pour laquelle nous lançons un appel aux nouvelles autorités sénégalaises pour le rapatriement. Il faudra abréger leur souffrance dans le désert. Dans un tout autre registre aussi, je voudrais conseiller aux nouvelles autorités du Sénégal l'urgence des assises de la migration, ce qui nous permettra dans une démarche scientifique d'aborder la question, ne serait-ce que pour redonner de l'espoir à ces jeunes. RFM, la radio de toute l'actualité.
Midi 5, le grand journal sur RFM se poursuit. C'est la première réaction d'une personnalité de premier plan de l'APR après l'arrestation de l'activiste pro-Macky Sall Bah Diakhaté. C'est hier qu'elle a été interpellée par la police criminelle avant d'être placée en garde à vue. Après la visite polémique de l'homme politique français Jean-Luc Mélenchon au Sénégal, Bah Diakhaté avait fait plusieurs vidéos pour accuser le Premier ministre Ousmane Sonko de faire la promotion de l'homosexualité. Et c'est le procureur qui s'est auto-saisi pour faire arrêter l'activiste. Réaction donc d'El Hadj Oumar Youm, l'ancien ministre APR, demande la libération de Bah Diakhaté et exige d'Ousmane Sonko le respect de sa promesse électorale de faire criminaliser l'homosexualité au Sénégal. C'est simplement scandaleux qu'un homme puisse être inquiété par ses opinions qui ont été justifiées parce qu'il a publié sur sa page Facebook les preuves de ces allégations. Je pense qu'on ne peut pas être un gouvernement qui a pour ambition de protéger les lanceurs d'alerte, de protéger les activistes et ensuite avoir une attitude qui me semble être totalement contraire. Je pense que Bah Diakhaté a été injustement arrêté, c'est pas normal, il n'a commis aucune infraction et il est temps quand même de le libérer. Chaque seconde qu'il va passer dans les liens de la détention et il sera une seconde d'injustice et d'intolérance que le Sénégal ne peut pas accepter. Quand on gouverne, il faut avoir le dos rond, il faut tolérer, c'est tout. Il faut accepter que dans le paysage public, que dans l'opinion publique, il y ait des voix discordantes. Et je pense que ce qu'il a fait est simplement une liberté d'expression qui a été exercée. Maintenant, le débat, c'est pas Bah Diakhaté. Le débat, c'est qu'il y a eu des engagements qui ont été souscrits. Nous-mêmes, on a été accusés de promouvoir l'homosexualité quand on était au niveau de la gouvernance de ce pays. Nous avons résisté, nous avons apporté des éléments, Personne n'a été inquiété par rapport à ces propos. Parce que c'était de simples accusations. Non, on a été là pour démentir ce qui a été dit contre nous et sur nous. Donc, j'ai été le premier d'ailleurs à la tribune de l'Assemblée nationale de dire que nous, en tant que majorité, nous ne tolérerons pas une loi qui dépénaliserait l'homosexualité. Il y en a qui ont pris des engagements. Je pense qu'on les attend aux actes. El Hadj Oumar Youm avec El Hadj Ndiogou Diène, la réaction des avocats d'Ousmane Sonko, maître Massokhna Kane, pour lui, normal que l'activiste soit arrêté. C'est à Bah Diakhaté d'assumer, ajoute-t-il. Maître Massokhna Kane dans les studios d'RFM Matin aujourd'hui. Je dis que la contrepartie de la liberté d'expression, notamment, c'est la responsabilité. Il faut que les gens assument ce qu'ils disent ou ce qu'ils font. On ne peut pas être dans un pays où chacun fait ce qu'il veut et dit ce qu'il veut, sans responsabilité, sans coup férir. Donc ça, nous attendons de voir comment ça va évoluer, parce que pour le moment, c'est une garde à vue. Donc il faut attendre de voir quels sont les délits qui sont retenus et quels sont les faits qui ont justifié ces... Mais c'est normal que le procureur s'autosaisisse parce que c'est des propos qui sont diffamants, c'est des propos attentatoires de la réputation des gens. On n'a pas le droit de le faire ni avec un particulier, encore moins avec quelqu'un qui est détenteur du pouvoir public qui doit être protégé par la loi parce qu'il ne doit pas se protéger lui-même. Maître Massokhna Kane est maintenant l'arbitrage du directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama, trouve que les propos de Bah Diakhaté sont graves et diffamatoires. Toutefois, il demande aux nouvelles autorités d'éviter les mêmes erreurs que leurs prédécesseurs. Nous avons écouté les propos qu'il a tenus à l'encontre du Premier ministre, qui sont effectivement des propos graves et qu'on peut considérer comme diffamatoires. Mais notre position en tant qu'organisation des droits humains par rapport à ces infractions n'a pas changé. Et cette position est fondée sur le droit international, elle est fondée sur les décisions rendues par les juridictions régionales et sous-régionales, en l'occurrence la Cour de justice, la CEDEAO et la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, qui demandent à ce que, évidemment, les peines de prison pour ces infractions qui portent sur l'honorabilité des personnes, de diffamation, de d'injure publique, n'est-ce pas, soit évidemment dépénalisée. Que lorsqu'une personne se sent diffamée, qu'elle puisse engager des poursuites au civil pour obtenir réparation, mais qu'on ne puisse plus envoyer des gens en prison pour ces délits. Et donc nous demandons à ce que ces délits évidemment soient dépénalisés, et nous demandons également à ce que Bah Diakhaté évidemment soit remis en liberté, qu'on ne puisse pas justement l'envoyer en prison simplement parce qu'il a commis un acte diffamatoire, même si nous
nous estimons que c'est un acte extrêmement grave qui ne devrait pas être accepté dans une société civilisée. Nous l'avons déjà dit aux autorités de ce pays, c'est qu'ils doivent éviter à tout prix de tomber dans le même piège que le régime précédent, à savoir arrêter et emprisonner systématiquement toutes les personnes qui commettent ces délits liés à la liberté d'expression. Ils doivent l'éviter à tout prix parce que ce sont ces emprisonnements qui ont rendu impopulaire le régime précédent et qui ont évidemment précipité sa chute. Justice toujours, mais dans un autre registre, cette rencontre organisée par le tribunal du commerce et la pléthore de contentieux économiques devant les cours et tribunaux, le tribunal du commerce hors classe de Dakar et le centre de formation judiciaire prône la médiation, autrement la conciliation, qui reste une alternative pour désengorger les cours et tribunaux de dossiers, de prisonniers et autres contentieux. Mademba Gueye, le directeur général du centre de formation judiciaire, dans cette rencontre tenue ce matin dans un hôtel dans les Almadies à Dakar, il est au micro de Koumba Sandiane Faye. L'intérêt de la médiation, c'est premièrement de désengorger donc les rôles des juridictions, parce que c'est un mode rapide qui permet en tout cas d'aller plus vite que le règlement juridictionnel, parce que là, s'il y a moins de procédures, les parties elles-mêmes vont trouver la solution avec l'aide d'un médiateur, d'un tiers médiateur qui va les aider à trouver une solution. Mais ça permet au final donc d'améliorer l'environnement des affaires au Sénégal. Parce que quand les investisseurs se rendront compte qu'au Sénégal, quand vous avez un contentieux, ça peut se régler très vite, notamment par le biais de la médiation-conciliation, ça va en tout cas les rassurer sur cet aspect, c'est-à-dire que lorsqu'ils ont un différend sur le plan contractuel, ça peut se régler très vite. Et ça, c'est un élément important pour tout investisseur de savoir quand j'ai un conflit, comment ça va se passer. Donc vraiment, c'est ça l'intérêt de la médiation donc dans nos systèmes judiciaires, qui est aujourd'hui consacré justement par notre cadre juridique. Et le tribunal de commerce aujourd'hui peut parfaitement, dans le cadre des affaires dont il est saisi, procéder donc à la médiation. Et toutes les deux parties gagnent, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. La médiation, c'est un mode de règlement des différends qui est gagnant-gagnant. Allons sur le marché Sandaga. Les commerçants et les tabliers, comme on dit, en colère, manifestation ce matin, point de presse, ils disent être exclus du processus de reconstruction de ce marché. L'accès au site leur a été interdit et ils revendiquent ce qui leur revient de droit, pour reprendre leur expression. Le maire de Dakar Plateau, Aliou Ndoye, au banc des accusés, désigné, donc pointé par ces commerçants. Djibi Diakhaté, leur porte-parole au micro de Fama Dione. Le collectif s'est réuni aujourd'hui pour faire la visite des lieux. Malheureusement, sur le plan administratif, nous n'avons pas eu l'occasion ou l'opportunité de rentrer dans le site parce que les plus hauts responsables ne sont pas là et ils n'étaient pas informés. C'est aujourd'hui avec désolation que nous nous adressons à vous pour dénoncer une certaine forfaiture. Parce qu'avant la reconstruction du marché Sandaga, il y avait des préalables qui avaient été posés par monsieur l'ancien président de la République. C'est-à-dire, pendant l'exécution des travaux, les bénéficiaires et les acteurs du marché devaient être associés en amont et en aval dans les travaux. Et on a constaté aujourd'hui que monsieur l'administrateur de la commune n'a pas respecté ses engagements. Malgré moult demandes d'audience qu'on lui a adressées depuis plus de 2 ans, il refuse de répondre à nos sollicitations. C'est pourquoi aujourd'hui, au niveau de tout le peuple sénégalais que nous prenons à témoin, notre administrateur, notre maire, refuse de nous recevoir et de nous inclure dans le processus de reconstruction du marché Sandaga. La lutte contre la pêche illicite et non déclarée. Les acteurs de différents acteurs de la pêche renforcés en capacité pour la surveillance participative. Les conseils locaux de pêche sont devenus des membres des brigades de surveillance. Il faut donc, selon les autorités, les accompagner pour une bonne maîtrise des techniques de surveillance afin de mettre fin au conflit, surtout entre pêcheurs.
La correspondance d'Aminata Goudiabi. Au Sénégal, la pêche artisanale est régie par des règles, sauf que certains acteurs du secteur usent toujours de méthodes illégales pour pêcher dans les eaux. Les pirogues et le matériel utilisé ne sont jamais aux normes et ce sont des pratiques qui peuvent souvent échapper à la vigilance des surveillants. Diamendiaï, inspecteur des pêches à la direction de la protection et de la surveillance des pêcheurs. Quand on compare l'effectif des embarcations et le nombre de pirogues qui ont payé le permis, on voit nettement qu'il y a énormément de pêcheurs qui sont en train vraiment d'opérer sans avoir payé la redevance du permis. C'est au niveau de la pêche artisanale quand même qu'on rencontre énormément d'embarcations qui n'ont pas quand même payé la redevance. Il y a également le problème du maillage des filets, parce qu'il y a énormément de filets dont les maillages ne sont pas réglementaires. Et tout ça constitue une pêche INN. Les conseils locaux de pêche sont associés depuis quelques années à la surveillance du littoral. Ils sont intégrés dans les brigades de surveillance participative. Ceux de Differ ont bénéficié d'une session de formation pour renforcer leurs connaissances en matière de surveillance. Une activité tenue dans le cadre du projet pour la gestion des ressources naturelles au Sénégal. L'objectif est de lutter contre la pêche non réglementée. Parce qu'on est en train de les capaciter, particulièrement dans le cadre de la conduite des missions de surveillance participative, mais également les faire donc comprendre qu'est-ce qui constitue une infraction en matière de pêche artisanale. Les eaux de Differ font partie des plus poissonneuses au Sénégal. Elles sont donc convoitées par les pêcheurs venus d'autres localités et souvent des conflits surgissent sur ce quai de pêche de Differ. Cette formation, selon le président du conseil local de pêche, va permettre de mieux définir les missions des brigades de surveillance participative. Les gestes de premier secours en cas d'accident en mer ont été également appris aux acteurs de la pêche à Differ et pour ce module, les sapeurs-pompiers ont été mis à contribution. Aminato Goudiabi, Fatick RFM. Midi 17 et au lendemain de la mort confirmée du président iranien Ibrahim Raïssi, un livre de condoléances a été ouvert à l'ambassade d'Iran à Dakar. Une cérémonie officielle en hommage au défunt président est d'ailleurs prévue samedi. Pour le moment, ça défile, autorités comme citoyens lambda. L'ambassadeur d'Iran s'est confié à RFM ce matin. Il remercie le président Bassirou Diomaye Faye qui a présenté ses condoléances et manifesté son soutien au peuple iranien. L'ambassadeur d'Iran à Dakar, Hassan Asghari, au micro de Nafissatou Silla. Selon les protocoles, nous avons eu des entretiens avec notre feu, excellent le martyr, le président de la République, en même temps aussi avec notre ministre des Affaires étrangères. Les deux ont insisté que notre politique, c'est l'Afrique et il faut continuer à coopérer avec le peuple, le gouvernement, mais avec toute l'Afrique. احترام به رئیس جمهور وزیر خارجه در تهران برگزار میشه. Demain il y aura une cérémonie officielle pour rendre hommage à notre défunt président et à toute l'équipe, le ministre des Affaires étrangères. و هرچند دیره ولی مقامات اینجا هم اعلام آمادگی کرده بودن ولی یه مقدار زمان ممکنه مشکلی باشه دیر باشه امکانش نشه. Du côté sénégalais, les autorités sénégalaises ont affirmé leur soutien, leur condoléances. Même ils voulaient même aller assister à la cérémonie à Téhéran, mais vu le temps et la distance, donc je pense que cela ne pourra pas être. من از آقای بسیرو جماعی فای رئیس جمهور محترم که و وزیر خارجه که پیام تسلیت فرستادن تشکر میکنم. Je remercie le gouvernement sénégalais et surtout le président de la République, son excellence monsieur Diomaye Faye, à travers la communiqué et la lettre de condoléances qu'il nous a envoyée. Yassine Fall est annoncé sur place, c'est la ministre sénégalaise de l'intégration africaine et des affaires étrangères. RFM. L'actualité internationale. Avec Boubacar Dieng, bonjour. Bonjour Babacar, bonjour à tous. Le début hier des obsèques de l'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié. Oui, ces obsèques vont se tenir du 20 mai au 2 juin 2024. Décédé le 1er août 2023, Henri Konan Bédié sera conduit à sa dernière demeure le 2 juin 2024. Après donc des hommages nationaux, de nombreux cadres de sa formation politique, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, qui est actuellement dans l'opposition, étaient présents pour présenter leurs condoléances aux proches de l'ancien chef d'État, et notamment à sa veuve Henriette Konan Bédié. Et nous y restons en Côte d'Ivoire avec Alassane Dramane Ouattara qui a été célébré dans le Grand Nord. Une cérémonie d'hommage qui a pris des allures de meeting de campagne présidentielle
À Korogo, les cadres de la région, pour la plupart issus du RHDP, le parti au pouvoir, se sont retrouvés pour, disent-ils, rendre hommage à Alassane Dramane Ouattara. Et même le ministre de la Défense, Téné Ibrahim Ouattara, n'a pas tari d'éloge à l'endroit de son président. Les précisions avec Gobia Yabi. Démonstration de puissance du RHDP, le parti au pouvoir, à l'occasion de la cérémonie d'hommage à Alassane Ouattara par le district des Savanes. Le ministre de la Défense, Téné Ibrahim Ouattara, lui a réitéré son engagement et celui des cadres de la région. Nous sommes là ce matin pour magnifier un homme, le président Alassane Ouattara, homme d'exception. Hier, aujourd'hui comme demain, le président Ouattara peut compter sur le soutien des populations du district des Savanes. Comme vous pouvez le constater, cette présence massive a l'expression. Et, monsieur le vice-président, vous pouvez rassurer son excellence le président de la République que nous constituons le dernier rempart, que nous opposerons à toute forme de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a pris un élan que nous ne permettrons jamais à qui que ce soit de freiner. Vous pouvez nous faire confiance. Pour finir, je demanderai à l'assistance ADO aujourd'hui, ADO demain, ADO après-demain, ADO pour toujours. Cette cérémonie s'inscrit dans une série de manifestations visant, selon le RHDP, à célébrer le leadership d'Alassane Ouattara. À 16 mois de la présidentielle 2025, le concerné ne s'est pas encore prononcé, mais son parti si. Pour rappel, le 10 mai dernier, les cadres du RHDP de Katiola avaient versé la somme de 50 millions de francs CFA en guise de caution pour la candidature d'Alassane Ouattara. Puis le 12 mai dernier, Arlette Badou, présidente des femmes du RHDP, avait déclaré « Notre candidat est bel et bien Alassane Ouattara ». Gobia Yabi, Abidjan, RFM. La suite de ce journal international, Boubacar Dieng, de fortes turbulences sur un vol Londres-Singapour qui font un mort et des dizaines de blessés. L'annonce a été faite aujourd'hui par la compagnie Singapore Airlines. Dans un communiqué, la compagnie présente même ses condoléances à la famille du défunt. Les détails avec Sodotiam. Un mort et plus d'une trentaine de blessés sont à déplorer après de fortes turbulences sur un vol Londres-Singapour. Le Boeing 777-300R à destination de Singapour a été détourné vers Bangkok ce matin. Selon BBC, ce sont plus de 30 blessés qui sont décomptés parmi les 211 passagers et les 18 membres de l'équipage. Singapore Airlines présente ses plus sincères condoléances à la famille du défunt. Ainsi, la compagnie aérienne a confirmé qu'il y avait des blessés ou morts. Elle n'a pas précisé la gravité de leurs blessures, ni si la personne qui a perdu la vie était un passager ou un membre de l'équipage. La compagnie a déclaré qu'elle travaillait avec les autorités locales de Thaïlande pour fournir l'assistance médicale nécessaire et qu'elle envoyait une équipe à Bangkok pour fournir toute assistance supplémentaire nécessaire. Sur le tarmac de l'aéroport de Suvarnabhumi, de nombreuses ambulances sont présentes pour venir en aide aux passagers. Le ministre des Transports de Singapour, Chee Hong Tat, a fait part de sa profonde tristesse face à cet incident mortel. Pour le ministère des Affaires étrangères de Singapour, l'autorité de l'aviation civile de Singapour et les responsables de l'aéroport de Changi, ainsi que le personnel du SIA, apportent leur soutien aux passagers touchés et à leurs familles. Aux États-Unis, Joe Biden défend Benjamin Netanyahou, contre qui le procureur de la CPI a requis un mandat d'arrêt. Ce qui se passe n'est pas un génocide, nous rejetons. Ainsi se prononce le président américain sur l'affaire portée devant la Cour internationale de justice, qui est la plus haute juridiction de l'ONU, devant laquelle Israël est accusé de génocide. Un peu plus tôt dans la journée, le président américain avait fustigé le mandat d'arrêt réclamé par le procureur de la CPI contre le dirigeant israélien, estimant qu'aucune équivalence n'était possible entre Israël et le Hamas. Le président américain va même plus loin et qualifie la demande du procureur de scandaleuse. Le chef de la diplomatie, Anthony Blinken, lui, a déclaré que la démarche du magistrat était une honte. En 2023, la Cour pénale internationale avait émis un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine, accusé de crimes de guerre et d'expulsion illégale d'enfants ukrainiens. Babacar, c'est la fin de cette page internationale. Boubacar Dieng, merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Le débat du jour, la liberté d'expression,
la responsabilité des uns et des autres, les limites à ne pas franchir, aussi bien pour le citoyen que l'État. Débat donc avant la fin de ce grand journal. RFI Sport. Malal Junior Diagne pour les sports. Bonjour Malal. Bonjour Babacar. Le sélectionneur des Lions du foot, Aliou Cissé, face à la presse en fin de semaine. Vendredi à 10h dans un hôtel sur la VDN, Aliou Cissé va rendre public la liste des joueurs retenus pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 prévues au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Le Sénégal doit recevoir le 6 juin prochain à Diamniadio, au stade Maître Abdoulaye Wade, l'équipe de la RD Congo avant de se déplacer le 9 du même mois à Nouakchott pour y défier l'équipe de la Mauritanie. Du foot toujours, mais au féminin, avec la suite du tournoi UFOA réservé aux moins de 20 ans, les sélections des moins de 20 ans. Suite de la première journée cet après-midi au stade de la Dior de Thiès. À 16h, coup d'envoi de la première rencontre, Libéria contre Sénégal. On est dans la poule B à 19h. L'équipe de la Mauritanie joue contre la Sierra Leone. Hier, le Sénégal a battu 2-0 l'équipe de la Gambie et s'est emparé de la première place de sa poule. L'organisation de cette compétition, avec d'abord cette note de satisfaction attribuée par le président du comité d'organisation qui s'est entretenu avec Sode Cham. Selon lui, tout a été fait dans les règles de l'art. Compte rendu Sode Cham. Pour cette deuxième édition du tournoi de l'UFOA, tout s'est déroulé comme prévu concernant l'ouverture, nous dit le directeur exécutif de l'Union des fédérations ouest-africaines de football, Mapate Gaïa. Nous sommes très satisfaits de cette première journée de démarrage du tournoi UFOA I20 filles. Cela prouve que la commission compétition et le département compétition de la zone a bien préparé cette compétition. Le patron de la zone Ouest A veut relever un défi cette saison avec ce tournoi à 8 équipes, contrairement à la première édition où 4 équipes y avaient pris part. Notre première motivation est d'avoir les 9 équipes de la zone. Mais comme le Cap-Vert ne s'est pas engagé pour cette catégorie, on se contente des 8, ce qui fait un bon tournoi et qui va permettre à nos équipes d'avoir un temps de jeu raisonnable. En tant que directeur exécutif de la zone, Mapate Gaïa revient sur les attentes de cette édition. Et évidemment, notre attente, c'est de jouer un très bon tournoi avec les 8 équipes engagées, d'avoir plus de temps de jeu et de les permettre de se préparer pour les échéances à venir, les échéances africaines et les éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Sénégal, qui a mis son titre en jeu, a fait une bonne entrée en matière hier en venant à bout de l'équipe gambienne, 2-0. La prochaine sortie des Lioncelles est prévue demain, mercredi, et ce sera face à la Guinée-Bissau à 19h au stade La Dior de Thiès. On part à Yeumbeul, on n'est pas dans le TER, pour parler boxe. Les anciens boxeurs de Yeumbeul qui veulent relancer la discipline dans cette partie de la région de Dakar. En vue des Jeux Olympiques de Dakar 2026, mais également pour permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer et de gagner leur vie à travers un sport dans le cadre légal. Les anciens qui ont assisté à une organisation pour détecter des jeunes talents ont invité la fédération à tout mettre en œuvre pour relancer la discipline dans la banlieue, mais également au niveau de Dakar. Aminataba. 24 combattants pensionnaires des écoles de boxe, des membres de l'équipe nationale ou encore des anciens boxeurs étaient tous au rendez-vous pour ce tournoi. Un événement qui entre dans le cadre de la redynamisation de la boxe dans la banlieue. Ibrahim Ouad, initiateur de l'événement. Nous voulons juste montrer l'importance de la boxe. Il y a des champions de cette discipline dans la banlieue, mais malheureusement, nous n'avons pas un accompagnement. Il faut vraiment la construction d'un centre de boxe à Yeumbeul. Mettre en place un cadre idéal dédié aux jeunes qui s'activent dans la boxe est nécessaire, selon Charles Faye, membre de la délégation du président de la fédération. Il faut donner la chance à tous ces jeunes de faire le sport qu'ils aiment et d'y exceller, de mettre en place des infrastructures. Depuis 3 ans, la fédération sénégalaise de boxe est en train de poser des jalons pour relever le niveau de la discipline, mais la disponibilité des infrastructures reste une équation pour les boxeurs, selon le président de la fédération, Mamadou Mamoun Sen. Pour préparer les Jeux Olympiques, les stades ont été rénovés. Même nous, actuellement, on a des problèmes pour stocker notre matériel. On a fait une demande à notre ministre du Sport. Malheureusement, la demande a été rejetée. Il y a vraiment des problèmes. Il faudrait discuter entre nous et trouver des solutions. À Yeumbeul Sud, le maire s'engage à appuyer financièrement les clubs de boxe de la commune. Des infrastructures seront également réalisées pour développer cette discipline sportive. Aminata Bakar Massar, Radio Futur Média.
Voilà Babacar, cet élément d'Aminata Ba qui met fin à cette page des sports. Merci Malal. L'autoroute de l'avenir vous offre votre revue de presse. La revue de presse de Mohamed Ali Bouba. Bonjour. L'activiste Bah Diakhaté, proche de Macky Sall, en garde à vue pour avoir offensé le Premier ministre. Arrêté hier après avoir tenu des propos jugés offensants à l'encontre d'Ousmane Sonko. Il tombe, dit-on, pour, je cite, diffusion de fausses nouvelles, outrage au Premier ministre. En attendant d'en savoir davantage, les publications de ce matin se lancent dans les commentaires. Arrêté pour avoir offensé le Premier ministre. Bah Diakhaté, premier détenu politique du nouveau régime Bûcheron-Las. Pour Bosby le jour, il s'agit d'un casus belli, déclaration de guerre, allusion au casus belli, expression utilisée par Ousmane Sonko devant Mélenchon sur l'homosexualité. Pour enquête, Bah Diakhaté retourne à Pastef la monnaie de sa pièce. Il a payé des droits d'auteur. Les Pastéfiens reçoivent la note de leur activisme débridé dans l'opposition. Le journal Les Échos informe qu'un imam est recherché aussi. Bah Diakhaté poursuivi pour offense contre une personne exerçant tout ou partie des prérogatives du président et diffusion de fausses nouvelles. Il exige la présence de ses avocats, assume tout contre Sonko, mais ne fournit pas pour le moment de preuves. Vaste chasse à l'homme contre l'imam Cheikh Tidiane Ndao, animateur d'une chaîne YouTube. Quoi qu'il en soit, Mamatar Gueye estime que l'homosexualité n'est et ne sera pas tolérée au Sénégal. Le journal Bosby le jour relève pour sa part que le débat sur l'homosexualité, en vérité, c'est Ousmane Sonko qui l'a provoqué. C'est non Mélenchon qui l'a provoqué. Mélenchon en a profité pour saisir la balle au bon. Lui-même déclare dans le même journal: je ne m'attendais pas à l'évocation du sujet de la polygamie et des droits LGBT à l'université. Tribune note que dans cette affaire, Ousmane Sonko a fait moins que Macky Sall. Le journal explique comment l'actuel Premier ministre a été rattrapé par sa promesse de 2012. Dans son commentaire du jour, Madiambal Diagne qualifie la visite de Mélenchon à Dakar de désastre pour Ousmane Sonko et pour notre pays. Et pour cause, le Sénégal a tout à perdre dans cette opération. Ousmane Sonko a de tout temps pourfendu les relations de proximité de nos dirigeants avec leurs homologues français. Il a considéré cela comme une certaine inféodation. Un tel discours d'opposant n'est pas nouveau en Afrique, où la France-Afrique a été dénoncée avec beaucoup de commodité par tout opposant qui se voudrait tant soit peu panafricaniste ou soucieux des intérêts des peuples africains. Une fois arrivé au pouvoir, note le journal, les dirigeants de PASTEF s'empressent d'afficher leur proximité avec d'autres milieux politiques français. Cela donne raison à Léopold Sédar Senghor qui rétorquait malicieusement à son opposant Cheikh Anta Diop que chacun a son français et à l'occasion sa française toute une histoire. Le confrère de se demander quelle bienveillance le Sénégal pourrait-il espérer de la France que le Premier ministre pourfend publiquement, et qu'est-ce qu'il gagne en offrant une tribune officielle à un opposant que le président Macron ne voudrait pas voir même en peinture. Le journal rappelle que Diomaye et Sonko ont du pain sur la planche. Ils risquent d'avoir des difficultés au FMI ou devant la Banque mondiale. Plus que jamais, le Sénégal aura besoin dans les semaines à venir du soutien des administrateurs français au conseil d'administration du Fonds monétaire international. Il n'est pas sûr qu'ils prendront leurs instructions de Jean-Luc Mélenchon. Parallèlement, le président de la République lui semble rester dans une certaine normalité et continue de dire à qui veut l'entendre qu'il souhaite avoir des relations normales avec la France. Le confrère note qu'à ce rythme, il sera difficile de ne pas croire à une ambiance de rivalité ou de compétition entre le Premier ministre et le président de la République. Eh bien, ce serait bien très prématuré, il faut le dire, d'avoir cette dualité au sommet. Réumi Quotidien note que pour le moment, Paris évite de répondre à la provocation d'Ousmane Sonko. Aléutine d'Africa Yom Center, en tout cas, invite dans le même journal le Premier ministre à ne pas prêter le flanc sur les questions diplomatiques. Quoi qu'il en soit, l'état de grâce pour le régime en place est en train de s'effriter, dit encore Aléutine. À la une du journal Le Quotidien, la gestion du patrimoine de l'État, Ousmane Sonko sans clé. Le journal note que la SOGEPA lui a fait le bilan des cessions des immeubles de l'État du Sénégal. Eh bien, ce qu'il a découvert l'a refroidi. Le confrère note qu'il a constaté qu'une bonne partie du patrimoine bâti de l'État du Sénégal est occupé par des pontes, dont des tenants du régime actuel. Le journal note que l'inventaire assez détaillé a permis au chef du gouvernement de se rendre compte que plusieurs membres de l'actuelle équipe du pouvoir ou leurs proches se servent également dans le patrimoine immobilier
immobilier et foncier de l'État du Sénégal. Conséquence, Ousmane Sonko n'en parle plus. À la une du journal Le Soleil, la promotion de la paix et de la justice au pèlerinage marial de Popenguine. L'appel de Monseigneur Benjamin Yaye dans Le Soleil, messe de Pentecôte. Monseigneur André Gueye qui scrute la société sénégalaise. Le confrère note que près de 22 000 jeunes ont effectué les 52 km de la foi. Le président Bassirou Diomaye Faye s'engage à finaliser les travaux du nouveau sanctuaire. Bonne nuit à tous. L'autoroute de l'avenir vous a offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Midi 35 et le débat du jour, il porte sur les libertés. La liberté d'expression principalement. Le prétexte, c'est l'arrestation de l'activiste pro-Macky Sall Bah Diakhaté qui accuse le Premier ministre Ousmane Sonko de faire la promotion de l'homosexualité. Il a été arrêté hier par la police criminelle. Avec nous pour en parler, Denis Ndour, vice-président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Bonjour. Oui, bonjour, Babacar Fall. Professeur Ousmane Sène, bonjour. Bonjour, Babacar. Vous êtes le directeur du WARC, le Centre ouest africain de recherche à Dakar. Professeur Sène, les limites pour les uns et pour les autres, pour le citoyen, pour l'État, dans la gestion de la liberté d'expression. Voilà, mais justement, il y a une expression, Babacar. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et des fois, j'y réfléchis et je me dis, mais il y a beaucoup de journalistes que je connais, mais ils n'ont jamais eu de problème avec qui que ce soit. Et pourtant, la qualité de ce qu'ils font en tant que journalistes n'est pas à démontrer, ça se démontre. Comment se fait-il donc qu'il y ait des groupes qui, chaque fois, se font arrêter peut-être? Est-ce que parce que ces gens-là sont dans l'opposition ou parce que ces gens-là ont dit le mot de trop qu'il ne fallait pas sortir? Parce que Babacar, si vous accusez quelqu'un, vous êtes en train de vous adresser à 17 millions de Sénégalais, plus d'autres spectateurs ou auditeurs qui vous entendent. Donc, il y a peut-être à essayer de voir un peu qu'est-ce qui vaut la peine qu'on le dise parce que c'est vrai, mais qu'est-ce qui ne vaut pas la peine de le dire parce que en le disant, on ne fait que s'attirer des ennuis. J'adhère absolument à la liberté d'expression. Il n'y a aucune démocratie qui puisse se faire sans la liberté d'expression. Mais si quelque part aussi on essayait un peu de veiller, si vous voulez, à la véracité des faits avancés et aussi à la manière dont on met sur la table certaines choses, ça pourrait peut-être permettre d'y voir plus clair et d'éviter que des gens soient arrêtés pour aller en prison ou même pour aller répondre à la police. Professeur Ousmane Sène, alors Denis Ndour, on l'a perdu, on va le rappeler. On poursuit avec vous. Mais la responsabilité des hommes politiques sénégalais qui ont fait la promotion de ces activistes et autres insulteurs, les tenants actuels du pouvoir, ils avaient des profils comme ça qui leur étaient favorables. Ils n'ont jamais donné de mot d'ordre pour leur demander d'arrêter d'insulter, de diffamer, de menacer, parce que ça faisait leur affaire. Aujourd'hui, voilà. Ironiquement, c'est que là, on se trouve éclaboussé. Ce n'est pas pour justifier ce que certains peuvent faire aujourd'hui, qui est un porte-à-faux avec la loi, mais la responsabilité des acteurs politiques sénégalais. Oui, je préfère ça, c'est-à-dire la responsabilité des hommes politiques sénégalais. Parce que si on a vu que cette stratégie-là de communication a absolument fleuri et s'est développée au cours de ces dernières années, on ne peut pas dire que ça a commencé exclusivement avec cette ère-là, du temps d'une autre opposition avec Abdoulaye Wade et d'autres. On entendait aussi des choses que l'on disait, encore qu'à l'époque l'utilisation de l'internet et des médias publics là, des médias populaires n'était pas tellement avancée. Mais on ne peut pas dire que ça a commencé, mais ça s'est amplifié. Et l'arroseur arrosé, c'est un peu ce qu'on pourrait dire. Mais la conclusion qu'on en tire, c'est que c'est une responsabilité énorme pour les hommes politiques. Et là,
je crois que c'est encore une obligation, un travail qu'il faut verser sur l'ardoise des hommes politiques. J'ai toujours dit qu'il y a beaucoup de choses que les hommes politiques font dans ce pays, c'est bien, mais il y a beaucoup de choses qui dépendent d'eux et il faudrait qu'ils fassent un effort pour essayer d'y remédier. Si je parlais du fichier électoral, je parlais de la menace, allons suivre le vote, il ne faut pas qu'on nous vole nos résultats, etc., etc. Chaque fois, à croire que chaque fois qu'ils sont dans l'opposition, les hommes politiques, ils sont là à dire aux Sénégalais, rien ne marche, tout est truqué, mettez-vous aux aguets, hein, accusez les gens parce qu'ils ne sont pas propres. On se souvient, on termine avec ça avec vous. Oui, professeur Ousmane Sène, parce que le Premier ministre dont il est question aujourd'hui, Ousmane Sonko, quand il a demandé à ce qu'on traite Macky Sall comme Samuel Doe, le délogé du palais, le découper en morceaux, Marai Komba Mouraï, Gatsa, tout ça, ça a participé à cette culture de l'invective dans le pays. Il n'est pas le seul, hein. Même du côté de Macky Sall, il y en a eu aussi, notamment sur les réseaux sociaux. Merci, professeur Ousmane Sène. Alors, Denis Ndour, puisque on va être en séance rattrapage avec vous, hein, puisque la ligne était coupée. Vous êtes donc le vice-président de la LSDH. Comment mieux gérer la liberté d'expression au Sénégal? Alors, je pense que le professeur Sène disait que dans la liberté, il y a des limites, et je pense que c'est là il faut en venir. Aujourd'hui, quand vous regardez tous les rapports en ce qui concerne le Sénégal en matière de droits humains, on relève toujours la question de la liberté d'expression et la liberté de manifestation. Mais attention, la liberté d'expression ne signifie pas faire ce que l'on veut ou dire ce que l'on veut. Alors, il faut reconnaître ici que la liberté d'expression est à la fois aussi la pierre angulaire de la démocratie. Parce que si on parle de liberté d'expression, c'est justement pour mettre en valeur la démocratie. Et ceci concerne autant les journalistes que les citoyens lambda. Et pour ce cas de figure, aujourd'hui, on parlera d'offense à un ministre de la République. Évidemment, c'est parce que le ministre de la République incarne une institution. Mais au-delà, je pense qu'il y a des nouvelles donnes qu'il faut reconnaître aujourd'hui avec la technologie et qui fait qu'à cause de la désinformation, la liberté d'expression ne fait pas partie du problème, mais constitue, bien entendu, un des principaux moyens de lutte. Parce qu'aujourd'hui, il faut le constater, en raison du flou même quand on parle de désinformation, la technologie numérique a mis à la disposition divers acteurs, quand on voit ce qui se passe dans les réseaux, on peut diffuser, amplifier des informations fallacieuses ou tendancieuses à des fins politiques pour la plupart. Mais non, l'État, parce que Badiakhaté, dont il s'agit, a fait l'objet de plaintes depuis plusieurs mois de la part de citoyens sénégalais qui se sont sentis insultés, diffamés par lui, des plaintes qui n'ont pas eu de suite. Il parle d'Ousmane Sonko et la machine bouge. Aujourd'hui, il y a des activistes pro-Ousmane Sonko qui, dans des vidéos qui datent d'hier ou d'avant-hier, qui menacent des journalistes et autres chroniqueurs qui ne sont pas favorables à Ousmane Sonko. Il les menace de mort et la justice n'a rien fait. Moi, je pense que c'est inacceptable. Et je pense qu'une justice, justement, si les justiciables se reconnaissent dans la justice, c'est quand la justice... On tourne en rond, finalement. Quel que soit le régime en place, on tourne en rond. La justice, c'est pas pour tout le monde, apparemment. Oui, de toute façon, c'est la raison pour laquelle nous insistons pour les réformes sur la justice. Parce qu'il y a énormément de choses qu'il faut changer. Mais aujourd'hui, il faut le reconnaître également, dans la liberté d'expression, on doit faire de sorte qu'il y ait des limites. Et les limites, pour moi, c'est ne pas porter atteinte à la vie privée ou droit à l'image à autrui, ne pas tenir certains propos interdits par la loi, ne pas tenir de propos diffamatoires, ne pas tenir de propos injurieux, surtout aller dans un débat, vraiment un débat civilisé, comme je peux l'appeler, où on amène des argumentaires et ne pas attaquer des personnes. Et je pense que c'est là où aussi le citoyen a besoin de s'auto-éduquer dans la manière de s'exprimer pour qu'il y ait un débat vraiment normal où les gens peuvent respecter la démocratie et laisser les gens parler, s'exprimer par l'image, par l'écriture et à travers les médias. Et ça aussi, les journalistes aussi ont un rôle à jouer, puisque parfois il y a aussi
des moments de censure. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas regarder l'affaire en termes de, voilà, c'est l'État ou bien c'est le ministre de la République, mais on doit regarder juste le fait que la liberté d'expression a des limites. Et dans ces limites-là, j'ai énuméré tout à l'heure, il y a des limites à ne pas franchir pour qu'on reste justement dans ce jeu démocratique. Merci Denis Ndour, vice-président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Merci au professeur Ousmane Sène, le directeur du Centre ouest-africain de recherche, en acronyme anglais, le WARC. On vous retrouve dans moins d'une heure pour ce débat en Wolof. C'est la fin de ce grand journal. Merci à Laï Diop et Maïssa à la régie, à la production Aliou Ba, Awambay et Ndiogo à la rédaction. Merci, Elhadji Ndiogou Diène, que